Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast, chapitre 14 qui s'appelle Animation étouffée. Et dans ce chapitre, vous le verrez, nous parlerons de prolongation d'espérance de vie. Ne perdons pas de temps, c'est parti. En 1880, George Miller Bird a écrit son livre sur la neurasthénie intitulé Un traité pratique sur l'épuisement nerveux. Il y fait une observation intrigante. Bien que ces difficultés ne soient pas directement mortelles et n'apparaissent donc pas dans les tables de mortalité, bien qu'au contraire, elles puissent tendre à prolonger la vie et à protéger le système contre les maladies fébriles et inflammatoires, la quantité de souffrance qu'elles provoquent est énorme. Fin de citation. Dans American Nervousness, Its Causes and Consequences, neurasthénie américaine, ses causes et conséquences, rédigé un an plus tard à l'intention du grand public, il réitère le paradoxe. Parallèlement à cette augmentation de la nervosité et en partie grâce à elle, la longévité a augmenté, écrit-il. Outre les migraines, les bourdonnements d'oreilles, l'irritabilité mentale, l'insomnie, la fatigue, les troubles digestifs, la déshydratation, les douleurs musculaires et articulaires, les palpitations cardiaques, les allergies, les démangeaisons, l'intolérance aux aliments et aux médicaments, le monde assiste à une augmentation de la durée de vie humaine. Ceux qui en souffraient le plus avaient tendance à paraître jeunes pour leur âge et à vivre plus longtemps que la moyenne. À la fin de American Nervousness, le livre de Bird, apparaît une carte montrant la portée géographique approximative de la neurasthénie. Elle est identique à celle des chemins de fer et des télégraphes. Le télégraphe est une cause de neurasthénie dont la puissance est peu comprise, écrit Bird. En 30 ans seulement, les télégraphes du monde entier ont atteint un demi-million de kilomètres de lignes et plus d'1 million de kilomètres de fils, soit plus de 40 fois le tour du globe. Baird a également remarqué qu'une maladie rare appelée diabète était beaucoup plus fréquente chez les neurasthéniques que dans la population générale. Électrothérapeute et ami de Thomas Edison, qui d'ailleurs allait bientôt être diagnostiqué diabétique, George Miller Bird n'a pas compris que c'est le nuage croissant d'énergie électromagnétique qui imprégnait l'air, l'eau et le sol partout où les lignes télégraphiques progressaient, avait quelque chose à voir avec le nombre croissant de neurasthéniques et de diabétiques qui sollicitaient ses soins. Il fut cependant assez astucieux pour faire le lien entre longévité et maladie et pour comprendre que la progression de la durée de vie moderne ne signifiait pas nécessairement une meilleure santé ou une vie plus agréable. La mystérieuse extension de la longévité chez les individus les plus malades était en fait un avertissement que quelque chose n'allait pas du tout. Le jeûne et une alimentation sobre sont recommandés depuis l'Antiquité afin de rajeunir l'organisme. La prolongation de la vie, disait Francis Bacon, devrait être l'un des objectifs de la médecine, au même titre que la préservation de la santé et la guérison des maladies. Parfois, ajoute-t-il, il faut faire un choix. Les facteurs qui conduisent à la santé ne conduisent pas toujours à la longévité, dit-il. Mais il a fixé une règle sûre, qui favorise les 3 objectifs du médecin pour ceux qui souhaitent la suivre. Une alimentation frugale et presque ascétique, telle qu'elle est prescrite par les ordres stricts de la vie monacale ou par les ermites, qui considèrent la misère et le dénuement comme leur règle, augmente la longévité, écrit-il. 300 ans plus tard, le 3e volet de la médecine de Bacon était encore gravement négligé. Que doit-on faire, ou plutôt que ne doit-on pas faire pour atteindre un âge avancé s'interrogeait Jean Finot en 1906. Quels sont, après tout, les confins de la vie? Ces 2 séries de questions constituent ensemble une science particulière, la gérocomie. Elle n'existe que de nom, écrit-il. En observant le monde animal, Finot a vu que la durée de l'adolescence était en rapport avec la longévité. La période de croissance d'un cochon d'Inde dure 7 mois, celle d'un lapin 1 an, celle d'un lion 4 ans, celle d'un chameau 8 ans, celle d'un homme 20 ans. La démarche humaine est erronée, disait Finot. Ce qui conduit à la santé et à la vigueur ne prolonge pas nécessairement la vie. L'éducation et l'instruction données aux enfants, écrit-il, sont en contradiction flagrante avec cette loi de la gérotomie. Tous nos efforts tendent vers l'avancement rapide de la maturité physique et intellectuelle. Et une méthode, suggérait-il, consisterait à restreindre son alimentation. Si un animal reçoit le minimum de nutriments requis pour rester en bonne santé, cette réduction importante des calories prolongera sa vie. Aucune autre méthode connue ne permet de le faire de manière fiable. Une restriction drastique des calories augmentera de 60% la longévité des rongeurs, engendrant couramment des souris et des rats âgés de 4 à 5 ans. La restriction calorique fonctionne, qu'elle dure toute la vie ou seulement une partie de celle-ci, à l'âge adulte ou même relativement tard dans la vie. Plus la période de restriction est longue, plus la vie est prolongée.
La restriction calorique permet de prévenir les maladies liées à l'âge. Elle retarde ou prévient les maladies cardiaques et rénales et réduit considérablement le taux de cancer. Dans une étude, des rats ayant reçu un cinquième de la dose d'aliments n'avaient que 7% des tumeurs du groupe contrôle. Chez les singes rhésus, elle réduit de moitié le taux de cancer, les maladies cardiaques, le diabète, l'atrophie du cerveau et l'incidence de l'endométriose, de la fibrose, de l'amyloïdose, des ulcères, de la cataracte et de l'insuffisance rénale. Les singes plus âgés dont l'alimentation est limitée ont la peau moins ridée et moins de taches de vieillesse et leurs poils sont moins gris. Il existe une expérience naturelle concernant les humains. En 1977, le Japon comptait 888 personnes âgées de plus de 100 ans, dont la plus grande concentration vivait sur la côte sud-ouest et quelques îles. Le taux de centenaires à Okinawa était le plus élevé du Japon, 40 fois plus élevé que dans les préfectures du nord-est. Yasuo Kagawa, professeur de biochimie à l'école de médecine de Jishi, a expliqué: les personnes qui vivent dans des zones de longévité ont un apport calorique plus faible et un gabarit plus réduit que celles du reste du Japon. La raison pour laquelle la restriction calorique fonctionne est controversée, mais l'explication la plus simple est qu'elle ralentit le métabolisme. Bien que le processus de vieillissement ne soit pas entièrement compris, tout ce qui ralentit le métabolisme des cellules doit ralentir le processus de vieillissement. La restriction calorique, la seule méthode de prolongation de la vie qui fonctionne pour tous les animaux, à sang chaud ou froid, hibernant ou non hibernant, ralentit évidemment le métabolisme, mesuré par la quantité d'oxygène consommée par l'animal. Les animaux soumis à des restrictions alimentaires consomment toujours moins d'oxygène. Une controverse a éclaté parmi les gérontologues parce que les animaux soumis à des restrictions alimentaires perdent également du poids et que la consommation d'oxygène par unité de poids ne diminue pas nécessairement. Mais elle diminue là où elle compte. Chez l'homme, les organes internes, bien qu'ils représentent moins de 10% de notre poids, sont responsables d'environ 70% de notre consommation d'énergie au repos. Et ce sont nos organes internes et non nos tissus adipeux ou musculaires qui déterminent notre espérance de vie. Comme l'ont souligné les chercheurs en gérontologie, le moteur de notre vie est le système de transport des électrons dans les mitochondries de nos cellules. C'est là que l'oxygène que nous respirons et la nourriture que nous mangeons se combinent à une vitesse qui détermine notre rythme et notre durée de vie. Cette vitesse est à son tour déterminée par la température de notre corps et par la quantité de nourriture que nous digérons. Mais il existe une autre façon de ralentir notre rythme de vie, en intoxiquant la chaîne de transport des électrons. Une façon de le faire est de l'exposer à un champ électromagnétique. Et depuis les années 1840, à un rythme progressif mais accéléré, nous avons plongé notre monde et tout le vivant dans un brouillard de plus en plus épais avec de tels champs qui exercent des forces sur les électrons de nos mitochondries et les freinent. Contrairement à la restriction calorique, cela ne favorise pas la santé. Il prive nos cellules non pas de calories mais d'oxygène. Le métabolisme au repos ne change pas, mais le métabolisme maximum est modifié. Aucune cellule, ni cérébrale, ni cardiaque, ni musculaire, ne peut travailler à sa capacité maximale. Là où la restriction calorique prévient le cancer, le diabète et les maladies cardiaques, les champs électromagnétiques favorisent le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Là où la restriction calorique favorise le bien-être, la privation d'oxygène favorise les maux de tête, la fatigue, les palpitations cardiaques, le brouillard cérébral et les douleurs musculaires. Mais les deux ralentissent le métabolisme général et prolongent la vie. L'électricité artificielle, sous toutes ses formes, cause toujours des dommages. Si la lésion n'est pas trop grave, elle prolonge également la vie. Dans une expérience financée par le Commissariat à l'énergie atomique, il a été démontré que l'exposition à un simple courant électrique pendant 1 heure par jour durant toute la vie adulte augmente la longévité moyenne des souris de 62 jours. Les ondes radio augmentent également la longévité. Par exemple, à la fin des années 1950, Charles Susskind de l'Université de Californie à Berkeley a reçu des fonds de l'armée de l'air pour déterminer la dose mortelle de rayonnement micro-ondes chez les souris et pour étudier leurs effets sur la croissance et la longévité. À l'époque, l'armée de l'air pensait que 100 milliwatts par centimètre carré était une dose sûre. Susskind a rapidement découvert que ce n'était pas le cas. Il a tué la plupart des souris en 9 minutes. Après cela, Susskind n'a exposé les souris que pendant 4 minutes et demie à la fois. Il a irradié 100 souris pendant 59 semaines, 5 jours par semaine, pendant 4 minutes et demie par jour, et à une densité de puissance de 109 milliwatts par centimètre carré. Certaines des souris irradiées, qui sont mortes par la suite, ont développé un nombre extraordinairement élevé de globules blancs et présentaient des tissus lymphoïdes dilatés et d'énormes abcès du foie.
Une dégénérescence des testicules est survenue chez 40% des souris irradiées et 35% ont développé une leucémie. Cependant, les souris non irradiées, bien que beaucoup plus saines, n'ont pas vécu aussi longtemps. Au bout de 15 mois, la moitié des souris témoins étaient mortes, mais seulement 36% pour ce qui concerne les souris irradiées. Même les rayonnements ionisants, comme les rayons X et les rayons gamma, prolongent la vie s'ils ne sont pas trop intenses. Tout, de la paramécie aux papillons de nuit en passant par les rats et les souris jusqu'aux cellules d'embryons humains, a vu sa durée de vie moyenne et ou maximale augmenter par l'exposition aux rayonnements ionisants. Lauren Carlson et Betty Jackson de l'école de médecine de l'Université de Washington ont rapporté que les rats exposés quotidiennement à des doses modérées de rayons gamma pendant 1 an ont vu leur vie prolongée en moyenne de 50%, mais ont souffert d'une augmentation significative de tumeurs. Leur consommation d'oxygène a été réduite d'un tiers. La médecine moderne peut s'attribuer une partie, mais pas la totalité du mérite de l'augmentation de la longévité moyenne humaine moderne. En effet, cette augmentation a commencé un siècle avant la découverte des antibiotiques, à une époque où les médecins saignaient encore leurs patients et leur administraient des médicaments contenant du plomb, du mercure et de l'arsenic. Mais la médecine ne peut s'attribuer aucun mérite concernant la prolongation actuelle de la longévité humaine, car la médecine prétend toujours ne pas comprendre le processus de vieillissement, et seule une infime minorité de médecins commence à essayer d'aller en direction d'une inversion du processus du vieillissement. Pourtant, l'âge maximum de décès dans le monde entier n'a cessé d'augmenter. La Suède possède les archives les plus précises et les plus anciennes de tous les pays sur la longévité des hommes qui remontent à 1861. Elle révèle que l'âge maximum de décès enregistré était de 100,5 ans en 1861, qu'il a augmenté progressivement mais régulièrement jusqu'en 1969 où il était de 105,5 ans et qu'il a augmenté plus de 2 fois plus vite depuis lors, atteignant 109 ans au tournant du XXIe siècle. En 1969, l'évolution de la longévité et l'augmentation des cancers en Suède se sont accélérées. C'est l'année où la télévision couleur et la télévision UHF ont été introduites dans le pays. En 1994, Väinö Kainisto, ancien conseiller des Nations Unies pour les statistiques démographiques et sociales, a démontré que le nombre de personnes vivant plus de 100 ans augmentait de façon spectaculaire dans les 28 pays pour lesquels il existait des données fiables. En Suède, le nombre de centenaires est passé de 46 en 1950 à 579 en 1990. Au cours de la même période, le nombre de centenaires est passé de 17 à 325 au Danemark, de 4 à 141 en Finlande, de 265 à 4042 en Angleterre et au Pays de Galles, de 198 à 3853 en France, de 53 à 2528 en Allemagne de l'Ouest, de 104 à 2047 en Italie, de 126 à 3126 au Japon, de 14 à 196 en Nouvelle-Zélande. Dans tous ces pays, le nombre de centenaires, qui double à peu près tous les 10 ans, a largement devancé l'augmentation de la population. Même à Okinawa, connu depuis longtemps pour sa longévité, il n'y avait qu'une seule personne là-bas de plus de 100 ans en 1960. Dans l'ensemble du Japon, noté Kagawa en 1978, le nombre de centenaires masculins avait quadruplé en 25 ans seulement, tandis que le nombre de centenaires féminins avait sextuplé. Et pourtant, il a observé, chez les Japonais d'âge moyen, un quasi-doublement des taux de cancer du sein et du côlon, un triplement des cancers du poumon, une augmentation de 40% des maladies cardiaques et une hausse de 80% des diabètes. Une espérance de vie plus longue, mais une augmentation des maladies, dit-il. L'explication de ces deux phénomènes est l'électricité qui voyage à travers les fils aussi bien que par la terre, qui irradie à travers l'air aussi bien que par les eaux. Nous sommes tous, dans une mesure qui s'est intensifiée depuis 160 ans, dans un état modérément étouffé. Nous vivons plus longtemps, mais nous sommes moins vivants que nos ancêtres. Voilà les amis pour ce chapitre 14, très intéressant. Je l'ai abrégé, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de chiffres, et je ne veux pas rendre ça trop indigeste. Il en sera de même pour le prochain chapitre, qui sera intitulé « Vous voulez dire que vous pouvez entendre l'électricité ?» chapitre 15. Et là c'est pareil, je réduirai au maximum la longueur du chapitre, puisqu'il y a beaucoup de données assez techniques, et beaucoup de chiffres, donc j'essaierai au maximum de synthétiser. Et puis ensuite, il nous restera le chapitre 16 et enfin le chapitre 17. Et puis nous serons à la fin de ce livre. Voilà. N'hésitez pas évidemment à vous le procurer, je vous le dis tout le temps, lisez par vous-même.
ce livre incroyable et décisif pour nous et les générations à venir. Voilà, bonne journée, bonne soirée et merci de votre écoute. Salut!